Luxotica. Essilor Luxotica. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Essilor Luxotica? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, on y va assez rapidement. Première chose qu'on regarde, stabilité ou croissance des revenus. On a des revenus croissants. Question, ça provient d'où? Acquisition organique, à vous d'aller vérifier. Marge brute, stabilité ou croissance ici, on constate que sur les 10 dernières années, on a des marges aux alentours de 61%. Sur les 5 dernières années, on a du 61%. On est plutôt sur une stabilité des marges brutes. OK? Ensuite, on va regarder les marges EBITDA ici. Est-ce que ces marges EBITDA-là sont plutôt stables? On va se dire que oui, plus ou moins. OK? On s'entend que, voilà, on a une légère diminution ici, mais voilà, toujours aller vérifier pourquoi. Mais voilà, on peut se dire que c'est assez stable du point de vue marge, mais en tout cas, depuis 2018, il y a quelque chose qui se passe ici. OK? En moyenne, on avait du 21%. Sur les 10 dernières années, c'est presque pareil. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a des marges moins élevées en termes d'EBITDA ici par rapport aux 5 dernières années? Toujours aller vérifier. Mais il faut voir ici que les marges brutes sont plutôt restées stables. Est-ce que les dépenses opérationnelles ont augmenté? Si les dépenses opérationnelles ont augmenté, lesquelles? Marketing, salaire, dépréciation, amortissement, recherche et développement, point d'interrogation. Ensuite, on va regarder ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. OK? Compagnie européenne, je vais privilégier les net income ici. Mais je m'attends à ce que les free cash flow soient plus élevés ici, notamment par rapport au loyer. Et connaissant Essilor Luxotica, il me semble qu'elle a des magasins. Donc, on peut s'attendre ici à un effet loyer sur les free cash flow. Surtout à partir de 2018, IFRS 16. N'oubliez pas d'aller vérifier. Donc, pour ceux qui ne savent pas, enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais on en a tellement parlé que je me dis que tout le monde a compris. Et si les nouveaux n'ont pas compris, allez vérifier ce qu'on appelle ici la norme comptable IFRS 16. Google est votre meilleur ami, ok? Vous l'avez tout ici, allez vérifier cela, ok? Donc, ici, sachant que nous avons à peu près une entreprise qui a des free cash flow plus élevés, je vais privilégier les net income. Et je voulais mentionner pourquoi. Surtout quand je remarque que les free cash flow sont de plus en plus élevés à partir de 2018. Je sais que la norme était obligatoire à partir de cette période-là, donc il faut faire attention. OK? Alors, je prendrai les bénéfices nets, mais on va dans le même sens. C'est l'essentiel, parce que si on avait des free cash flow en dessous des bénéfices nets, là, par contre, on allait se demander quel est l'impact. L'impact provient d'où? Au niveau des BFR. Est-ce que c'est durable, temporaire, voilà, ou bien c'est la dépense en capital de croissance. OK? Ensuite, on va aller vérifier ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente. Pourquoi? Est-ce qu'on a fait des acquisitions? Il me semble que oui. OK, maintenant, le management prévoit faire quoi? Baisser, augmenter. Voilà, nous, on préfère le nombre, on aime que le nombre d'actions diminue. Donc, on s'attend à ce que ça diminue dans le futur. Donc, en lisant les rapports financiers, qu'est-ce qu'ils mentionnent par rapport au nombre d'actions? En tout cas, par rapport à la redistribution ici du capital. OK, que savoir, rachat d'actions, versement d'un dividende, etc. Ensuite, on regarde la dette nette sur EBITDA. Qu'est-ce qu'on a ici? 1,5. Elle n'a pas une énorme dette ici. Du point de vue volume, toujours aller vérifier le point de vue volume ici, ça donne quoi? La dette nette a tendance à diminuer un tout petit peu. Toujours également à vérifier dans les rapports financiers quel est l'impact ici des loyers sur cette dette nette là par rapport à ce qu'on voit ici sur Coifin. Parce qu'on sait que Coifin peut être influencé négativement ici par l'augmentation ici. Enfin, la dette nette peut être moins élevée que ça. D'accord? Notamment parce que ça prend en considération les leases ou bien les loyers. OK? Ensuite, qu'est-ce qui nous manque encore ici? On va aller vérifier le ROIC ici. On s'attend à peu près à quelque chose au-delà de 10% au moins, et toujours à comparer par rapport au secteur d'activité. Et on se rend compte que depuis à peu près les 5 dernières années, on est dessus du 4%. Et je vous l'ai dit ici que ça dépend du calcul ici du ROIC. D'accord? Celui-ci, par exemple, prend en considération du ROIC, si vous voulez, il prend en considération ici la dette à long terme, plus la dette à court terme, plus ici comment on appelle ça? Les loyers, plus comment on appelle encore ça? L'equity. Je n'aime pas trop ce calcul-là. D'accord? Mais bon, ça nous donne déjà une idée générale. Ici, connaissant Essilor, je vais vous dire que c'est une entreprise qui gère quand même bien son cash, d'accord? Donc, je pense que c'est peut-être même bien plus élevé que ça. Je vous avais peut-être parlé ici du ROIC, mais la version de Joel Greenblatt, on en parlera peut-être également ici un jour. Mais voilà, c'est quand même un point ici, il faut quand même prêter attention ici. C'est pour ça que quand vous regardez un ratio, c'est toujours important de connaître le calcul derrière. C'est pour ça, par exemple, que je n'ai jamais apprécié vous présenter celui-ci ici. Mais bon, pour que vous puissiez prendre l'habitude de toujours aller le regarder, on va quand même commencer à le citer ici tout en mentionnant qu'il peut avoir certaines variations. OK? Donc,
Je pense qu'on a fait le tour. Il nous manque juste à savoir combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise. Donc, on vérifie ici. Le marché, généralement, paye combien de fois les bénéfices. Je rappelle ici que si vous payez 10 fois les bénéfices, ça veut dire que vous recherchez un rendement de 10%. Si vous payez ici 20 fois les bénéfices, vous recherchez un rendement ici de 5%. 10 divisé par 100 divisé par 10, 100 divisé par 20. OK? Donc, quand on paye ici à peu près en moyenne, prenons en proportion sur les 12 prochains mois, c'est un marché, c'est une entreprise qui se paye généralement à 25 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, c'est 24. Sur les 10, moi j'aime bien passer de 5 en 5. 10, 15, à peu 10, 15, 20, 25. OK? Donc on paye 27 fois les bénéfices. Pour moi, je ne paye pas plus de 25 fois les... Quand on paye 27 fois les bénéfices, je ne paye pas plus de 25 fois. Et encore, il faut justifier cela avec une croissance des bénéfices nets au même titre qu'une croissance des bénéfices. Une croissance des revenus au même titre qu'une croissance des bénéfices. Parce qu'on peut avoir une croissance des revenus ici de 10%, tout en ayant ici une croissance des bénéfices nets de 1%. Ça, c'est toujours à questionner. Moi, je préfère ici que les bénéfices augmentent plus vite que les revenus. OK? Donc, on peut toujours aller vérifier ça ici. Hein. Donc, du point de vue sur Fastgraph, si on prend Essilor, donc c'est EL, ticker symbole EL. Alors, Essilor, Luxottica, voilà. C'est Luxottica, c'est comme vous voulez ici. Donc, croissance des bénéfices de 9,59, 9,54%. Du point de vue revenu ici, on a à peu près combien? On a à peu près 8,49%. Si on prend les 10 dernières années ici, d'accord? Je prends les 10 dernières années comme ça. Voilà, on a à peu près combien? C'est ça, non? Oui, c'est ça. 8,22. Si je prends ici, à ce niveau, on a à peu près combien? 5,67. Donc, la croissance des revenus, les revenus croient plus vite que les bénéfices nets. Toujours aller vérifier pourquoi. OK? Je préfère plutôt que ce soit le contraire. OK? Donc, maintenant, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour cette entreprise. D'accord? Moins la dette nette. Et je suis gentil. OK? Donc, en prenant en considération cela, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business? Oui, 83% du temps ici, ils ont raison. OK, tant mieux pour eux ici. Ça veut juste dire qu'ils sont optimistes. Maintenant, nous, en lisant les rapports financiers, on doit aller vérifier d'où provient cet optimisme-là. OK? Donc, ici, si on s'attend à peu près à avoir du $220 ici, 220 euros d'ici 2026 à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus à 8,82 €, on vérifie quand même ici, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes ou de plus en plus pessimistes? Vous voyez ici qu'ils sont de moins en moins optimistes, on va le dire comme ça. Avant, c'était 9,21 €, là, c'est 8,82 €, donc ça peut changer, ne l'oubliez jamais. OK? Donc, quand on prend ici ce calcul-là, il faut toujours vérifier que ce n'est pas gravé dans la roche. OK? 220 € ici, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? Moi, la dette nette, je prends toujours en considération la dette nette. Après, vous faites ce que vous voulez. Je prends toujours en considération la dette nette. Le calcul me ressemble ici, d'accord? Facile à comprendre. Mais si maintenant, c'est vous qui payez, vous faites ce que vous voulez. Moi, avant tout, quand je regarde les éléments quantitatifs, c'est pour déterminer si l'entreprise mérite un approfondissement au niveau de la recherche. OK? Si les chiffres ne me plaisent pas, je ne vais pas plus loin que ça. OK? Donc, 20 € ici, et Essilor ici mérite une place dans n'importe quelle watchlist, bien sûr. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va la rajouter ici pour la watchlist. Ben, elle est déjà dans la watchlist, donc c'est correct. Donc ici, on a à peu près 20 €. Donc, 25 fois les bénéfices attendus en 2026 ici, moins à peu près le 20 € par là. C'est un business qui pourrait s'échanger à 200 €. Donc, idéalement, j'aimerais l'avoir à un prix moins élevé que ça. Donc, personnellement, vous connaissez mon prix, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous le mentionner, mais il n'est certainement pas à 210 €. Tant mieux si les marges augmentent, tant mieux si la croissance continue, augmente plus vite ici par rapport à ce qui est attendu en 2026. Donc, on est en train de me dire ceci. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. OK? 8,422 €. Un business, on me demande de payer à peu près 210 €, un business qui pourrait me rapporter, enfin, disons 211 €, un business qui pourrait me rapporter au moins 8,82 € d'ici 2026. C'est 4% de rendement. C'est pas assez pour moi, je cherche du 8%. OK? Avant même d'inclure la dette. Donc, si moi je cherche du 8% ici, j'aimerais avoir cette compagnie ici à un prix bien moins élevé que ça. En tout cas, en dessous de 132 €. Maintenant, il y a ceux qui me demandent toujours ici que, ouais, mais en étant aussi drastique, tu ne payes jamais rien. Mais le but n'est pas de tout payer. Le but est d'avoir le rendement le plus élevé par rapport à nos prix d'acquisition. Et chaque année, il y a au moins une entreprise extraordinaire qui vient vous chercher. Au moins une. Ah, n'en doutez, je ne doute même pas. Il y a toujours une entreprise. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter toutes ces entreprises-là chaque année. Vous pouvez juste vous limiter à 20 entreprises. Donc, si le marché vous présente une entreprise, parfois, certaines années, vous n'avez même pas envie de racheter parce que votre portefeuille est déjà assez qualitatif. Donc, privilégiez les belles entreprises qui peuvent maintenir au moins leur marge, avoir à peu près une croissance assez raisonnable dans le futur et achetez-les à des prix assez raisonnables. That's it. Maintenant, si vous voulez payer du Essilor à ce prix-là, je ne dis pas que c'est surévalué. Pour moi, elle est correctement évaluée sans plus. Ce n'est que mon avis, un conseil d'investissement. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Merci.